Régularité, hein, d'empêcher le tube de coaguler. Donc il faut mettre un petit peu d'anticoagulant. Alors Schumacher, toujours le même, en 72, je crois, il a fait un papier dans New England Journal of Medicine. Vous vous rendez compte ce journal, hein, et dans lequel il disait que si on mettait de l'oxalate, ça donnait des artefacts. Enfin, imaginez envoyer un papier comme ça maintenant au New England. Hein. Mais enfin bon, et il a très bien montré que les cristaux d'oxalate, qui provenaient de l'anticoagulant, hein, parce que vous utilisez peut-être pas ça au Maroc, mais ça a été utilisé autrefois, maintenant c'est presque plus utilisé. Les cristaux d'oxalate, bien sûr, sont cristallins, donc ça donne des microcristaux. Et comme ils peuvent être phagocytés, vous savez, les leucocytes vivent encore quelques heures, hein, donc ils bouffent l'oxalate, et puis après vous regardez, vous dites « Oh, il y a un cristal intracellulaire !» C'est un microcristal pathogène. Hein. Donc évitez l'oxalate. Et puis évitez aussi les parinates de lithium. Alors là aussi, je ne sais pas comment ça marche au Maroc, mais nous, à la Paix, on a des tubes pré-éparinés, et c'est de l'éparinate de lithium qui est cristallin. Hein. Donc voilà. Donc si vous anticoagulez, nous, on met quelques gouttes d'éparinate sodique. Il ne faut pas en mettre trop, sans ça vous changer la numération, bien sûr. Francis Kahn dit toujours que le citrate, c'est parfait. Il a sûrement raison, vous savez, c'est un puits de science, mais j'en ai pas l'expérience. Voilà. Alors, c'est un examen qui va très vite. Je vais vous montrer ça. Je crois que voilà. Donc, vous prenez une lame. Alors, prenez une lame propre. Hein, sans ça, vous allez vous embêter. Hein. Donc, il faut bien la nettoyer. Avec, vous savez, des petites pissettes d'alcool. Et puis, prenez pas votre Kleenex ou votre mouchoir, parce que vous allez mettre des peluches partout. Tout à l'heure, il y avait un artefact qui ressemblait un peu à ça. Même en polarisation, c'est très, très gênant. Donc, vous prenez du papier optique, hein, qui ne va pas laisser de dépôt sur votre... Voilà. Et puis, vous mettez comme là une goutte. Vous voyez ? Alors, pas de centrifugation ni coloration. Voilà, vous mettez une lamelle couvre-objet, et puis c'est prêt. C'est plus facile que la cuisine. Hein, et vous regardez entre lame et lamelle. Alors, entre là et là, il faut que vous attendiez quand même un tout petit peu. C'est pour ça qu'on dit que ça prend 5 minutes. Parce que là, le liquide va bouger. Il faut qu'il se stabilise d'abord. Hein, sans ça, vous allez être très gêné. Voilà, et puis vous regardez. Et donc, c'est ce qu'on appelle, quand on est un peu pédant, comme je suis facilement, une bedside procedure, n'est-ce pas ? Et voilà, et ça, c'est une phrase dont je suis très fier. Aucun autre examen de laboratoire aussi simple ne donne un diagnostic de certitude aussi rapide. Et je dirais même aussi bon marché. Surtout en France où on n'est pas payé pour ça, hein, c'est pas remboursé, c'est pas la nomenclature quand c'est un laboratoire qui le fait, quand c'est un rhumatologue qui le fait. Alors, ne négligez jamais l'examen en lumière ordinaire. Hein. Je ne sais pas quel type de microscope ici vous avez. La tentation quand on a un microscope à fond noir, c'est d'aller tout de suite regarder en lumière polarisée, ce qui est en effet très très rapide pour les urates. Hein, les urates, vous les sortez très très bien. Et je dois dire que ça m'arrive de faire ça en consultation quand je suis très pressé. Je veux savoir si c'est une goutte ou pas. Ben, je regarde en 30 secondes le fond noir. Et puis après, je donne le liquide à Corne qui va regarder tout le reste. C'est pas vrai, Corne, hein? Bon, il pourrait dire non quand même, hein, mais non, hein, il est très franc. Alors, quels sont les intérêts? Ça va, vous vous endormez pas? Non? Bon. Alors, il faut poser des questions. Hein. Il faut, comme a dit Nagia tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit descendant, l'enseignement. Hein. Pas que ce soit descendant. Il faut vraiment que ce soit participatif. Et en ce moment, on a une expérience très chouette d'éducation thérapeutique dans la goutte. On a mis ça en place. Et on s'aperçoit, alors pour l'humilité, c'est épatant. Hein. Il y a des malades que j'ai vus plusieurs fois, puis je prends mon temps, et puis je leur explique, et puis je leur redis. Ils arrivent en évaluation d'éducation thérapeutique, ils ne savent rien du tout. Rien. Ils n'ont rien appris.
Par contre, si c'est participatif, si ce n'est pas descendant, si c'est personnalisé, etc., à ce moment-là, ils apprennent très bien et c'est très positif. Hein. Donc, on va faire un enseignement participatif. C'est bien parti, vous posez un nombre de questions invraisemblables. Hein. OK. Alors, l'examen en lumière ordinaire vous permet de voir, bon, la taille, ça c'est, oui, c'est important, mais c'est surtout la forme. Hein. C'est surtout la forme. Et quand vous avez bien l'habitude, vous manquez très très peu de microcristaux avec un examen en lumière ordinaire. Ça a été montré par Eliseo Pascual, qui a fait une très jolie étude. Alors il faut être un peu entraîné. Hein. Mais finalement, la sophistication de la technique a un intérêt, un petit intérêt bien sûr, mais vraiment à la marge, dans les performances diagnostiques de l'examen. Alors, ce qui est très important, c'est ça, c'est la forme. Les urates, on en a vu tout à l'heure, hein, vous les avez reconnus, je suis sûr. C'est des aiguilles qui sont volontiers des grandes aiguilles qui peuvent même, voilà, qui peuvent même donner l'impression de transpercer une cellule. Alors celle-là, je l'avais prise parce qu'elle m'avait amusé. Il y avait même 2 cellules. Hein. C'était un urate d'Artagnan. Mais en fait, elles ne transpercent pas. Hein. Elles sont posées sur la cellule. Alors ça, c'est très très typique. C'est très fin. Mais vous voyez que même celle-là, qui est hyper typique, elle n'est pas vraiment pointue. Hein. Elle n'est pas vraiment pointue. On reconnaît que c'est un urate. Mais ce n'est pas une aiguille. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu fragiles. Et si vous prenez une aiguille que vous cassez les 2 bouts, vous avez un bâtonnet. Hein. Voilà, donc retenez bien que les bouts carrés, enfin vous allez voir tout à l'heure les pyrophosphates, c'est très différent, mais quand même, les bouts carrés, ce n'est pas exclusivement les pyrophosphates. Alors, par contre, les pyrophosphates, alors ils peuvent être assez polymorphes. Hein. Ils sont un peu plus difficiles à reconnaître au début, hein, parce que vous allez voir, ça ressemble à des petites poussières, des trucs. Enfin, moi, j'ai plus de mal. Hein. Et quand on a fait, vous savez, on fait en ce moment, on participe à une étude qui est dirigée par les Néo-Zélandais, qui s'appelle SUGAR. C'est une étude pour des critères de classification de la goutte, etc. Et donc, ils ont voulu, vous savez, comme sont les anglo-saxons tellement rigoureux, hein, ils ont voulu que les centres valident leur capacité de reconnaître les microcristaux, parce que c'est un des problèmes dans les études internationales de cette technique, c'est qu'il y a des divergences d'appréciation même chez des gens qui connaissent bien. Et tout le monde, y compris votre serviteur, a reconnu les urates. Par contre, les pyrophosphates, c'est beaucoup plus difficile, surtout que c'était des liquides qui nous étaient envoyés de Philadelphie, donc il n'y avait plus de cellules, il n'y avait plus rien, c'était particulièrement difficile. Hein. Donc les urates, un peu plus difficiles. Hein. Et il y a beaucoup de formes, les pyrophosphates. Ah, je vois que vous êtes attentifs, c'est bien, c'est bien. Bon. Alors les pyrophosphates, un peu plus attentifs, un peu plus difficiles. Et il faut souvent regarder bien jusqu'à ce que vous trouviez le cristal caractéristique. Hein. Alors ça, c'est une diapo personnelle qui est assez mauvaise, mais vous voyez toutes ces petites aiguilles. Alors là, c'est des vraies aiguilles. Hein. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Parce que d'abord, c'est moi qui l'ai fait et que je ne sais pas bien photographier, mais aussi parce que, et ça c'est très important du point de vue technique, Korn vous montrera ça tout à l'heure, la préparation est souvent un tout petit peu épaisse, hein, et les cristaux sont dans des plans un peu différents. Donc il faut, quand vous regardez les lames, que vous bougiez à la fois la lame, mais que vous ayez une main sur la vis micrométrique de mise au point. Hein. Et moi, j'arrête pas, je sais pas, tu fais la même chose, Korn, j'arrête pas de la bouger parce qu'il y a des cristaux qui disparaissent, qui apparaissent, etc. Comme c'est un peu épais, on n'est pas toujours bien au point. Hein. Et est-ce qu'on voit ça, par exemple, ça, bon, celui-là, vous allez donner un tout petit coup de vis micrométrique et il va être comme celui-là. Hein. Vous comprenez?
Donc celui-là, on l'a déjà vu, mais il est beau. Hein. Oh là là, qu'il est beau. Et oui, c'est l'Urat d'Artagnan. Alors celui-là, vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est la même chose. Alors là, il est posé sur une cellule. Et puis, il est un peu sur de la fibrine aussi. Alors, et puis là, vous en avez un petit que vous voyez aussi. Hein. La fibrine, il ne faut pas l'acheter, la fibrine. Hein. Au contraire, il faut aller bien regarder. Hein. Parce que dans les amas de fibrine, vous trouvez souvent les microcristaux. Hein. C'est un endroit privilégié pour les voir. Alors voilà, les pyrophosphates. Alors là, c'est pire, vous voyez, ils sont un peu plus épais. Donc vraiment, la mise au point, elle est difficile. Hein. Mais vous voyez que, ben voilà, là ça, ça. Quand on voit ça, on se dit, oh, ça sent le pyrophosphate. Et puis on cherche jusqu'à ce qu'on en trouve un beau, comme celui-là s'il était au point. Et alors regardez celui-là. Il est troublant, hein, qu'il est troublant. Il est coquin celui-là. Hein. Mais bon, c'est un peu comme de comparer une orange à une mandarine. Vous reconnaissez quand même l'orange. Hein, parce que vous avez l'habitude. Mais un martien qui arrive, il ne va pas reconnaître. Hein. Donc au début, vous n'allez pas reconnaître. Et puis, hein, on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas, vous ne faites pas tout un processus intellectuel pour reconnaître une orange d'une mandarine, d'un citron. Vous savez que c'est comme ça. Hein. Eh bien, oui. Mais quand même, celui-là, je te dis, moi, c'est un pyrophosphate. Il est trop trapu. Et puis, ne me contredis pas. Hein. Bon. Donc, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de faire tout ce cheminement que je vous fais faire. Hein. Vous savez que c'est ça. Hein. Comme vous reconnaissez une Peugeot d'une Renault. Moi, pas toujours d'ailleurs, mais enfin. Alors, regardez ça. Ça, c'est ce que vous aviez tout à l'heure. Alors là, il y a plein de petits trucs. Vous voyez, ça, c'est sûrement du pyrophosphate. Ça aussi. Mais vous ne pouvez rien dire là-dessus. Par contre, voilà. Alors là, vous voyez ça, vous êtes sûr. Là, regardez, ceux-là, ils ne sont pas au point. Mais vous sentez que si vous les mettez au point, ça va être un très joli cristal. Là aussi. Hein? Là aussi. Bon, vous attendez pas à ce que ça soit toujours aussi évident que ça. Hein. J'ai pris des diapos où c'était assez chargé. Hein. Alors ça, c'est mon copain Élyséo, le premier qui m'en dit du mal, il a affaire à moi, bien qu'il soit de temps en temps un peu énervant, je l'accorde, comme tout le monde. Donc c'est un photographe professionnel, donc vous voyez la qualité, ça n'a rien à voir avec ce que je vous avais montré. Hein. Il adore la photo. Alors voilà, des très jolis petits, enfin il les appelle grands, mais enfin ils ne sont pas très grands. Voilà, ils sont tout à fait typiques ceux-là. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr. D'accord ? En lumière ordinaire, alors là il a un peu triché, hein, parce qu'il est un tout petit peu compensé pour que ce soit plus joli, mais enfin. Oui, alors lui, c'est l'agrandissement x 1000 sur ces clichés, c'est pour ça qu'il a mis que c'était des petits. Oui, c'est ça. Mais moi, je me sers jamais du 1000. Tu t'en sers, toi ? Parce que d'abord, c'est dégoûtant le 1000. C'est un microscope à immersion. On s'en fout plein les doigts. Moi, j'ai horreur de ça. C'est sale. C'est de l'huile. Tu mets une goutte d'huile entre la lame et l'objectif. Tu te souviens de TTP d'il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Hein, il n'y a pas si longtemps. Bon, voilà, nous on regarde plutôt au 400. Hein. 200 même. Moi je commence au 10 parce que sans ça je ne vois même pas la préparation. Donc voilà, de temps en temps ils sont rhomboïdes, c'est-à-dire que là ils ont des formes un peu bizarres. Donc là il faut plus l'habitude, mais bon, moi je me fierais plus à celui-là qu'à celui-là, vous voyez. Mais bon. Voilà, et puis alors des tout petits. Alors là, ils s'amusent, mais bon, on peut pas faire un diagnostic là-dessus en pratique. Hein. Parce que ça, bon, je pense qu'il l'a regardé en lumière polarisée, il a vu que c'était biréfringent probablement, mais oui, quand on fait bien attention, on voit que c'est un cristal, ça aussi, mais on peut tellement le prendre une petite organelle pour un cristal quand ça a cette taille que c'est pas la peine. Donc voilà encore des images. Hein. Bon, des questions ? Oui. Alors,
d'avant, il y avait des couleurs? Alors, il y a des couleurs parce que... Non, en fait, je ne sais pas comment il a fait ça. Il a dû faire un petit peu de... Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que la polarisation, mais il y a un moment où vous n'avez pas encore le fond noir, mais vous voyez déjà que ça commence à polariser. Ça, c'est juste pour mieux montrer les cristaux. Mais vous avez raison, il faut que je les change, celui-là, que je lui commande une série sans cet artefact. Alors, si c'est un cristal typique, si on reconnaît que M. Bardin et tous les deux, on est d'accord pour que ce soit un cristal, on dit que c'est positif. Et quand on a des doutes, effectivement, on s'acharne à trouver d'autres cristaux. Et en général, on s'accorde à dire qu'il faut au moins trouver 3 sur la lame pour être assez spécifique, quoi. Mais si on trouve un bon cristal typique, c'est... Si vous voulez, moi, ce que j'aime, c'est quand ça va vite. C'est plein de cristaux, vous n'avez aucun doute. Et c'est quand même la très grande majorité des cas. Hein. Vous savez, Eliseo Pasquale, toujours le même, mais je parle beaucoup de mes amis, je parle beaucoup de nageurs à l'étranger aussi. Quand il a fait une étude merveilleuse qui consistait à regarder entre les crises s'il y avait des microcristaux dans les articulations qui avaient été touchées par les crises. Si vous lisez son papier, il dit que même dans cette situation, hein, qui est peu inflammatoire, dans 90% des cas, il les voyait dès le premier champ. Hein. Donc, je dirais que c'est rare que vous ayez un doute lié à une paucité de cristaux. Ça arrive. Et là, ça dépend vraiment... moi, je suis toujours beaucoup plus prudent hein, quand il y en a très très peu. Et je vais montrer à Korn, qui a maintenant plus l'habitude que moi. Mais c'est vraiment une matière d'expertise. Ce que vous voyez très souvent, c'est dans les pyrophosphates. Vous savez, ces petits trucs-là, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous avez beaucoup de choses comme ça, puis tout d'un coup, vous voyez un cristal magnifique, à ce moment-là, ça me suffit. Hein, tu es d'accord. Voilà. Pour les urates, c'est vraiment rare qu'il n'y en ait qu'un. Et si vous voyez un cristal bizarre, je vous dirai tout à l'heure, mais je ne vais pas casser le suspense, hein, à quoi il faut penser. Alors, ça, c'est le microscope à lumière polarisée. C'est encore Eliseo, parce qu'on fait ce cours ensemble à l'ELAR, donc on s'échange des diapos. Donc, c'est en espagnol. Mais vous comprenez quand même. Hein. Bon. Alors, les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un filtre polarisant. Nous, on a fait de la photo, hein, avec les appareils photo réflexes et tout. Donc, on savait que dans notre arsenal, on avait un filtre polarisant, dont moi, je me servais surtout pour protéger l'objectif, parce que je ne savais pas très bien à quoi ça servait, mais les professionnels savaient. Ça donne des effets de lumière. Ce qu'un filtre polarisant fait, c'est qu'il vous laisse passer la lumière que dans un plan. D'accord ? Donc, vous savez, la lumière, c'est dans toutes les directions. Là, c'est normatif. Hein, ça vous le met tout dans un plan. Alors, on utilise dans le microscope à lumière polarisée 2 filtres. Il y en a un qu'on met entre la source lumineuse et ce qu'on veut examiner, et l'autre entre ce qu'on veut examiner et l'œil. D'accord ? Donc, si vous mettez ce filtre-là, ne laissant passer la lumière que dans ce plan-là, et que vous débrouillez, on peut les tourner, les filtres. Celui-là, on peut le tourner. Celui-là, il est dans la colonne, il est fixe, mais celui-là, on peut le tourner. Vous débrouillez pour que les plans que laisse passer chacun des filtres soient perpendiculaires. À ce moment-là, comment elle fait la lumière? Elle ne passe plus. Hein, on l'autorise dans ce plan-là, et puis on met un filtre qui autorise que dans ce plan-là. Ça ne passe pas. Donc c'est noir. Et si vous avez une particule qui dévie la lumière, ce qui est la définition de la biréfringence, eh bien cette particule, elle va faire que la lumière qui la traverse, ouf, elle va passer le deuxième filtre. Et donc elle va apparaître comme brillante sur le fond noir. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Voilà. Alors je reviens à l'illustration précédente d'Eliseo Pasquale. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il vous montre. Hein ?
Alors voilà. Alors là, il a triché, hein, c'est-à-dire que vous voyez, vous comprenez qu'on peut s'approcher plus ou moins du noir. Hein. Donc là, il n'est pas en lumière complètement ordinaire, hein, à gauche, comme tout à l'heure. Là, voilà. Mais enfin, bon, vous voyez que là, il y a un cristal qui est un peu pâle, et puis là, il est très très brillant. Et puis là aussi, il n'a pas mis le fond complètement noir pour qu'on voit quand même les cellules. Sans ça, on ne voit rien. Hein. Et regardez, là, ben, celui-là, pour le voir, il faut être costaud. Hein. Moi, je ne l'aurais pas vu. Mais en lumière polarisée, pouf, pouf. D'accord ? Donc, c'est pour les urates un examen extrêmement sensible parce qu'il dévie beaucoup la lumière. Et si vous êtes très pressé en consultation, vous dites c'est une goutte, c'est pas une goutte, vous allez direct au fond noir, vous avez en 30 secondes votre diagnostic. Voilà un autre exemple qui montre basiquement la même chose. Hein. Donc là, vous avez un cristal, d'accord, mais enfin là, il n'y a pas, vous le voyez. Et puis cela, évidemment, si vous regardez a posteriori, vous savez, comme quand on regarde les radios après avoir vu les anomalies sur le scanner et l'IRM, on dit « Ah, 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 c'était là hein !» Mais enfin, on ne l'avait pas vu le premier coup. Et bien là, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà. Donc, un examen très sensible. Alors ça, bon, voilà. Ça, il faut montrer des diapos comme ça, parce qu'il faut que les gens aiment la microscopie. Hein. Et ça, c'est plus de la médecine, c'est de l'art, quoi. Regardez comme c'est joli. Hein. On dirait des cheveux pas bien peignés, d'ailleurs, hein, pas bien peignés. Hein. Mais somme toute assez propres. Hein. Voilà. Bon, donc ça, c'est en fait, c'est un tophus d'urate qu'on a trouvé dans le liquide. Alors, les pyrophosphates, voilà, les pyrophosphates, ça peut bien marcher. Donc là, vous avez un pyrophosphate, pouf, vous le retrouvez biréfringent. Là, vous avez un pyrophosphate, pouf, vous le retrouvez biréfringent. D'accord ? Mais ça peut aussi ne pas bien marcher du tout. Là, vous avez un pyrophosphate que vous arrivez à voir en lumière ordinaire, et puis là, bon, vous le voyez parce que ce n'est pas vraiment le fond noir, hein, mais si c'était fond noir, rien du tout. Hein. Bon, et là, c'est la même chose. Alors ça, c'est important parce que, en fait, les pyrophosphates, sauf quand ils sont très épais, je pense, mais on a une discussion sans fin avec Éliseo Pascual. Vous savez, les amis, il faut pouvoir se disputer un peu, sans ça, on s'embête si c'est trop consensuel. Hein. Donc, quand ils sont très épais, ils finissent par dévier quand même la lumière. Hein. Mais quand ils sont fins, ils dévient pratiquement pas. Ils dévient un tout petit chouïa et puis ça ne se voit pas. Hein. Donc, ce qu'Éliseo, encore une fois, a bien montré, c'est que la sensibilité de la lumière ordinaire pour voir les pyrophosphates était supérieure à la sensibilité de la lumière polarisée. Hein. Donc, regardez bien, quand vous cherchez des pyrophosphates, regardez bien en lumière ordinaire. D'accord ? Alors voilà, là, on commence à rentrer dans la sophistication. Alors là, j'ai mon microscope de tout à l'heure. Le filtre, là, les rayures ont passé, mais enfin bon, ça laisse passer la lumière que dans un plan. L'analyseur, c'est dans un plan différent, à 90 degrés. Donc quand je regarde, c'est noir. Et puis là, je vais mettre un compensateur dans la colonne du microscope, hein, entre l'objet et l'analyseur. Et là, je vais avoir un fond rouge, c'est ce qu'on appelle dans les livres le rouge de premier ordre. Alors, vous savez, c'est de la géologie, hein, c'est les géologues, c'est de la physique, c'est les géologues qui ont inventé ça. Et McCarthy est allé leur piquer sur le campus de Philadelphie, où ils étaient juste à côté. Hein, c'est comme ça que ça s'est fait. Bon. Donc, nous, médecins, on ne comprend pas tout. Mais voilà, si vous voulez, en quelque sorte, ce compensateur, il va avoir des effets propres de déviation de la lumière et aussi de retardement d'un certain nombre de composantes. D'accord ? C'est ce qui vous explique qu'il y a quand même de la lumière, parce qu'une partie est déviée, mais cette déviation est variable selon le spectre, et en fait, c'est la lumière rouge qui passe. D'accord ? Voilà.
Alors, si vous avez en plus un cristal qui, là, a déjà dévié la lumière, vous allez avoir un effet propre au cristal. D'accord? Et à ce moment-là, le cristal, il va apparaître bleu ou jaune. Voilà. Alors, par définition, je ne vais pas y arriver. Voilà. Sur le compensateur, vous avez un axe qui est un axe déterminé par les physiciens. Hein. Et puis, le cristal, il a aussi un axe morphologique. Hein. Pour les pyrophosphates, on va voir, ce n'est pas toujours très facile, hein, parce que quand ils sont bien carrés, allez savoir où est l'axe. Hein. Mais pour les urates, c'est absolument évident. Hein. Donc, par définition, un cristal dont l'axe physique parallèle à l'axe du compensateur, et ce cristal à ce moment-là est jaune. Et puis, si vous le mettez perpendiculaire, vous voyez un cristal perpendiculaire, il devient bleu, donc jaune comme parallèle, bleu comme quand perpendiculaire, c'est négativement biréfringent, par définition. C'est les propriétés physiques du cristal, c'est les physiciens, les géologues qui ont dit qu'il y avait les négatifs et les positifs. Bon. Et en pratique, un cristal négativement biréfringent, c'est un urate. Quand un cristal est bleu quand il est parallèle à l'axe du compensateur et jaune quand il est perpendiculaire, c'est-à-dire le contraire, à ce moment-là, il est positivement biréfringent et vraiment, de loin, le plus souvent, c'est un pyrophosphate. D'accord? Alors ça, c'est encore plus difficile à photographier. Celle-là, je devrais la retirer parce qu'on ne peut rien en dire. Voilà. Alors ça, c'est Élyséo. C'est magnifique. Alors, par définition, enfin par convention, on s'est débrouillé pour que sur toutes nos diapos, l'axe du compensateur soit comme ça. D'accord? Donc, vous voyez que là, le cristal, quand il est parallèle à cet axe, il est jaune. Quand il est perpendiculaire, il est bleu. C'est négativement biréfringent. C'est un urate. Entre nous, on n'a pas besoin de ça, hein, rien que de voir la morphologie, la force de la biréfringence. Bon. Mais c'est une confirmation. Alors ça, c'est un pyrophosphate. Alors vous voyez, la difficulté, c'est que celui-là ou celui-là, pour savoir quel est son axe véritable, on ne sait pas. Hein. Bon. Mais là, il y en a qui est un peu allongé. Et regardez, il est perpendiculaire à l'axe, il est jaune. Donc il est positivement biréfringent, donc c'est un pyrophosphate. D'accord? Et puis là aussi, c'est la même chose, mais vous voyez la difficulté, c'est-à-dire que celui-là, il est jaune. Pourquoi est-ce qu'il est jaune? Il peut être aussi bien bleu. Hein, voilà. Celui-là, il est bleu. Oui, il est plutôt allongé comme ça et parallèle et bleu, donc c'est positif, hein, etc. Voilà. Donc ça marche surtout très bien pour les urates. Hein. Pour les pyrophosphates, c'est plus difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis revenu. Alors le compensateur, oui, il est d'habitude, en fait c'est une petite lame de mica généralement, hein, qui est montée et qu'on peut faire rentrer ou retirer de la colonne. Hein. Donc en fait, on a un filtre à lumière polarisée sur la source lumineuse qu'on peut faire bouger, un autre qu'on peut mettre ou retirer de la colonne généralement. Donc comme ça, on met le fil du haut, on fait tourner le fil du bas, on peut se mettre en fond noir. Et une fois qu'on est en fond noir, on fait rentrer dans la colonne le compensateur et on obtient le fond rouge. D'accord ? Alors, on le fait, c'est-à-dire que l'intérêt en clinique est assez limité. Sauf que dans des liquides mixtes, ça, c'est vraiment difficile de les reconnaître uniquement par les techniques optiques sans compensateur. Et pour les publications, généralement, on vous demande une lumière polarisée compensée.
Mais il faut pas surestimer. Oui, mais ça, c'est cher. Oui, on peut adapter. On peut adapter. Mais ça, c'est cher. C'est pas les 400 € du camarade sur Internet, là, hein. Lui, c'était lumière polarisée simple.